Eh bien, bonjour Étienne. Bonjour, Merci de répondre à quelques petites questions. avec grand plaisir. Quand est-ce que tu es tombé dans la marmite de la science-fiction? Alors moi, je suis tombé dans la marine de la science-fiction quand j'étais petit. En fait, je lisais beaucoup et j'ai lu beaucoup les classiques de la SF, tout ce qui est ancien Asimov, A.E. Van Vogt, Simak. Et puis après, j'ai découvert Dan Simmons et d'autres auteurs, Ian M. Banks, plus récents. Et puis après, donc j'ai toujours voulu moi écrire des petites histoires parce que je travaille dans le domaine de l'environnement, donc ça m'intéressait. Je trouvais que c'était une manière intéressante de marier les sujets en fait que je traitais. D'un côté l'environnement et de l'autre côté écrire des romans d'anticipation. Donc je me suis tombé dans l'écriture moi-même en 2014. En fait, j'ai commencé à écrire en 2014 et ça a donné lieu à la publication de 3 romans aux éditions Critiques qui ont été repris pour 2 d'entre eux aux éditions Pocket Imaginaire et qui sont donc des thrillers d'anticipation et pour un d'entre eux un space opéra. Quelles sont tes influences? Alors mes influences, les 2 auteurs les plus marquants pour moi, c'est Dan Simmons avec Hyperion. C'est vraiment une saga qui m'a marqué parce que c'est vraiment, j'ai trouvé les personnages super originaux, l'univers tellement complet, c'est tellement barré quelque part que ça m'a fasciné en fait. Et puis j'ai adoré le cycle de la culture de Ian M. Banks. C'est vraiment quelque chose qui m'a profondément marqué, le cycle de la culture. T'es plutôt fantasy, science-fiction, horreur, polar. Alors j'aime bien la fantaisie parce que je fais du jeu de rôle, donc j'aime bien la fantaisie pour en loisir, mais j'en écris pas vraiment. Et puis le polar, je lis des polars aussi, mais moi je fais du thriller en fait. C'est vraiment du thriller des fois géopolitique, genre Symphonie atomique par exemple, c'est un thriller géopolitique. Antarctica, c'est aussi un thriller géopolitique, d'anticipation toujours, mais avec beaucoup d'enjeux internationaux, beaucoup d'enjeux de pouvoir et de que ce soit économique ou politique et de relations entre les nations. J'aime bien ce genre de vision un peu stratégique et un de mes sujets d'intérêt, c'est comment l'environnement, les changements environnementaux vont venir impacter la psychologie de l'être humain, le fonctionnement de la société et les enjeux des tensions géopolitiques internationales. Donc c'est vraiment, moi ce qui m'intéresse, c'est l'interface entre l'environnement et la société en fait. Les conséquences sur la société des enjeux environnementaux, des évolutions de l'environnement actuel. Tu penses que les messages passent avec tes livres ou pas? Alors ouais, je pense que les messages passent avec mes livres, vu les retours qu'il y a eu sur Symphonie Atomique, les gens ça les a vraiment marqués parce que ils disent tous que c'est très très réaliste. Et une autre, enfin ce que j'ai le plus apprécié dans les retours, c'est les gens qui disaient que c'était pas moralisateur en fait. Mon but c'est pas de faire la morale aux gens, c'est plutôt de leur faire comprendre les mécanismes qui sont derrière en termes de prise de décision, de gestion de l'environnement par les gens de pouvoir, etc. Et d'ailleurs, quand j'écris des histoires, les personnages sont souvent des seconds couteaux parce que les gens en responsabilité, en fait, sont tellement contraints par tout le système qu'ils peuvent pas faire grand-chose, ou alors ils sont pourris jusqu'à la moelle, et ça m'intéresse moyennement de développer ce genre de thème. Par contre, les seconds couteaux, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment des gens qui essayent de rester humanistes dans un contexte dur, en fait, dans un contexte qui est plus compliqué, plus dur, plus exigeant, comment ils font pour rester humanistes et démocratiques, et comment on peut essayer individuellement à notre position dans la société de lutter pour un monde qui soit meilleur en fait. Même si le contexte environnemental se dégrade, c'est ça qui m'intéresse le plus en fait de voir. Donc je mets mes 6 personnages dans des situations horribles et après je regarde comment ils réussissent à garder leurs valeurs et à rester un peu des êtres humains sympas quoi. Ah, c'est quoi ton métier en fait? Tu es expert dans quel... En fait, je suis expert en environnement, dans l'aménagement du territoire. Je travaille dans une société d'ingénierie où mes collègues font des projets pour les collectivités ou pour les industries. Et moi, je suis chargé de prendre en compte l'environnement pour réduire les impacts et améliorer le projet en termes d'éco-conception. Et, quand est-ce que tu as eu l'idée de mélanger enfin, des sujets graves avec la fantaisie et la science-fiction? Ça t'est venu de quelle situation? Bah, en fait, pour moi, c'était le meilleur moyen de toucher les gens, justement, de leur en parler, parce que moi, je suis un expert, donc je vois bien les difficultés que les experts ont à communiquer sur le sujet vis-à-vis de la population grand public. Et en fait, quoi de mieux que de décrire le monde tel qu'il sera demain et de créer une histoire qui soit prenante à l'intérieur de cet univers-là, pour que les gens puissent s'approprier les conséquences du changement climatique et leurs impacts sociaux et psychologiques sur nous. Bah, je sais, là, ils font, je pense à un film là, mais je sais pas si tu le connais, Idiocratie. Si, j'ai eu Idiocratie, oui, bien sûr. Les 5 premières minutes d'Idiocratie, c'est des meilleurs moments que j'ai passés devant la télé. J'étais mort de rire. J'étais littéralement plié en deux, mais c'est un peu ça, c'est un peu vers ça qu'on va des fois, j'ai l'impression. Ouais, ça m'a beaucoup fait rire, surtout le début, en fait. Je trouve que le concept du début est redoutable, en fait, où tu vois les familles qui évoluent en parallèle, là, c'est redoutable. Tu sais qu'en plus, il y a un easter egg à un moment donné où on voit la DeLorean Ah de non. Retour vers le futur.
Ah non, j'avais pas Quand il est percuté ça. poursuivi par la police, elle est cassée, à un moment donné, on la voit, il y a un petit clin d'œil. Non, j'avais pas percuté ça. J'avais pas percuté ça, mais c'est marrant comme. Elle est HS, quoi, c'est une épave, quoi. C'est une épave, ouais. Non, mais c'est marrant, les gars qui comprennent plus rien à rien, qui sont devenus complètement neuneux. Mais avec l'IA, on risque d'y aller tout droit parce que on s'appuie tellement sur nos outils technologiques. D'ailleurs, en parlant de ça, tu penses quoi de l'IA dans l'art et l'écriture? Ah bah, je pense que c'est je pense que ça risque de pas améliorer le niveau en fait des productions parce que ça va digérer des choses déjà faites. Et donc, c'est pas innovant en fait. Il y a pas de créativité derrière. C'est une reprise, c'est une synthèse de tout ce qui a été fait, sans valeur vraiment ajoutée en fait, si j'ose employer ce mot-là dans ce contexte-là. Pour moi, la force de l'humain, c'est d'être capable de créativité en fait. Et je pense que les IA aujourd'hui, elles sont pas capables de vraie créativité en fait. Elles digèrent tout ce qui a été produit, elles recrachent quelque chose qui est une synthèse assez médiocre. J'ai fait des tests, en fait, j'ai fait des tests pour voir, j'ai pitché mes romans après de ChatGPT et j'ai regardé ce qui me sortait comme scénario. Et ben, c'était pas idiot, hein, le scénario était pas idiot, mais c'était hyper classique, c'était extrêmement standardisé en fait. Et donc, je pense que pour l'instant, en tout cas, les IA ne sont pas capables de créer de l'innovation et des choses un peu surprenantes. Alors que pour moi, des objets finalement, on écrit toujours un peu les mêmes histoires, les ressorts des histoires, c'est toujours un peu les mêmes. Et donc, la force de la création humaine, c'est de les réimaginer dans un contexte un tout petit peu différent pour être novateur. Et ça, je pense que l'IA, justement, elle n'arrive pas à le faire et donc elle n'arrive pas à surprendre le lecteur, à mon avis. Et au graphisme, alors là, je pense que ça va être très très dur pour les graphistes parce que le système économique qu'on a, ultra capitaliste, là, ultra libéral, il pousse à l'économie maximum et c'est évident que c'est moins cher d'appuyer sur un bouton que de demander à quelqu'un de faire un dessin. Et donc j'ai un peu peur que ça touche ces gens-là de manière beaucoup plus rude pour l'instant que Ça les les. touche déjà, hein. Ouais, ouais, c'est déjà parti, que ça les touche de manière beaucoup plus rude pour l'instant que les auteurs à proprement parler. Mais c'est qu'une question de temps, hein. Je pense que les IA vont tellement progresser qu'à un moment donné, si on arrive à l'IA générale, là, elle va nous battre à plat de couture, ça c'est sûr, en termes d'efficacité, de rapidité, Mais par contre, la capacité de création, je suis pas sûr qu'elle nous rattrape tout de suite, en tout cas. Tant que ça s'appelle pas Skynet. Tant qu'elle s'appelle pas Skynet, exactement. Mais d'ailleurs, même ce qui fait peur, c'est que même les gens qui travaillent dans l'IA ont peur de Skynet. Donc ça, je trouve que ça, c'est un peu inquiétant. Et en même temps, ils se cachent les patrons parce qu'ils ont tous appelé à une régulation. En fait, c'est une manière de se déresponsabiliser en rejetant la faute sur les États qui sont pas capables de réguler dans les temps impartis. Et du coup, c'est quand même je trouve que c'est un peu lâche comme positionnement de la part des grands patrons des nouvelles technologies. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Vaste question. Alors pour moi, l'imaginaire, c'est un moyen de s'évader en fait. Alors je mets un peu de côté l'anticipation par rapport à l'imaginaire. Pour moi, l'anticipation, c'est pas tout à fait le même concept que l'imaginaire. L'imaginaire, c'est vraiment s'évader dans des mondes différents, très différents, alors que l'anticipation, c'est quand même projeter la réalité du monde d'aujourd'hui en fonction des tendances évolutives, de les projeter dans le futur pour voir ce qu'elles vont devenir. Donc c'est un peu moins imaginaire en fait, c'est un peu plus dans le réel, ancré dans le réel et dans le réalisme. Donc ça, pour moi, c'est un peu à part, c'est une catégorie un peu à part de l'imaginaire. Ce que j'apprécie le plus dans l'imaginaire, c'est vraiment la création d'un univers alors ça aussi, dans l'anticipation, on crée un univers, mais qui est basé sur des faits, en fait. Moi, je crée des univers qui sont extrêmement réalistes, qui sont basés sur mon expertise en environnement. Qu'est-ce que ça va donner demain? Donc, en fait, j'ai pas l'impression d'inventer un monde quand je fais ça. Par contre, quand j'ai écrit Légende d'Agrégat, qui est un space opéra, qui est le petit space opéra que j'ai écrit en 2017, qui a été publié en 2017, là, j'avais imaginé tout un monde et ça m'avait beaucoup plu, en fait, de créer un univers qui est complètement différent, où on peut faire ce qu'on veut, en fait, où on peut imaginer tout ce qu'on veut, je reste quand même collé à la réalité scientifique telle que je la connais, mais à des bases scientifiques, mais c'est une liberté de penser, c'est une liberté d'imaginer des mondes et des personnages qui est fantastique, et ça, je trouve que ça apporte une ouverture d'esprit, qui est une ouverture sur le monde, sur le réel, une autre manière de l'aborder qui est super sympathique. Et pour toi, l'imaginaire, qu'est-ce qu'elle t'apporte dans ta vie de tous les jours? Alors, ce que l'imaginaire m'apporte dans ma vie de tous les jours, c'est un peu une échappatoire, même par rapport à mon sujet principal, qui est l'environnement, par exemple. Dans mon travail d'expert, je suis très contraint dans ce que je dis par le politiquement correct,
par le cadre dans lequel j'interviens. Je suis expert, donc je peux pas dire, en fait, si vous voulez, un des problèmes, c'est que, si tu veux, un des problèmes, c'est que tu peux pas dire il va se passer ça parce que tu n'en es pas sûr à 100%. Donc, en tant qu'expert, tu peux pas l'affirmer. Tu peux pas dire il va se produire ça. C'est un des problèmes du GIEC, en fait. Ils arrivent pas à dire il va se produire ça de manière sûre parce qu'ils sont pas sûrs. Alors que moi, quand je écris un roman, je peux prendre cette liberté de dire bah oui, il va se passer ça, en fait, même si je suis pas sûr à 100%. Et donc, ça m'offre un cadre libéré, en fait, pour parler des sujets environnementaux par rapport à mon domaine d'expertise. Ce qui est très soulageant en termes de pression psychique, finalement. Et pour toi, quelles sont les limites de l'imaginaire? Bah, il y en a pas. Il y en a aucune. Il n'y a aucune limite à l'imaginaire. Si on regarde ce qu'a fait Liu Cixin, par exemple, sur la trilogie du problème à trois corps, pour moi, c'est fantastique parce il parle de la révolution culturelle chinoise et puis il arrive à la fin du monde, de l'univers global. Donc c'est vraiment une vue d'ensemble qui montre bien qu'il n'y a pas de limite, en fait. J'ai une question, est-ce que il y aurait un lien, je ne sais pas, entre la géopolitique du monde et l'émergence de nouveaux livres de science-fiction autour de l'imaginaire? Est-ce que c'est lié? Alors, je pense qu'il y a une influence en fait de l'imaginaire sur le monde. Quelque part, l'imaginaire, il y a une façon d'anticiper les choses, de pressentir un peu ce qui va arriver en termes de technologie. Et finalement, c'est une réflexion par rapport aux indices du présent, des outils qui sont en train d'émerger, qui se développent, des tendances sociales qui se développent. Ça permet de les projeter pour réfléchir à ce que ça va donner dans le futur. Ça donne une vision un peu du futur. Et je pense que ça, quand même, ça devient grand public et que ça touche beaucoup de monde, ça finit par influencer en fait la société. Ça amène une réflexion. D'ailleurs, moi, c'est un de mes buts, c'est d'amener une réflexion sur où est-ce qu'on va et comment on peut réagir par rapport à ces différentes choses. Et je pense que oui, d'ailleurs, il y a c'est très tendance en ce moment, la SF et l'imaginaire dans les séries, dans les films. On voit que c'est une tendance assez lourde. Et je pense que ça influence la société. Genre Black Mirror, par exemple, la série Black Mirror, qui moi, m'a marqué très fortement parce que c'est de la dystopie terrible au niveau social. Je pense que ça a beaucoup marqué les gens et que ça aide à réfléchir et que un des objectifs pour moi, c'est d'aider à anticiper des enjeux pour les réguler plus vite, pour éviter en fait qu'ils arrivent. C'est une manière de dire, ben ça nous pend au nez. Si on veut pas y aller, voilà la route qu'il faut prendre quelque part. Et donc j'espère que ça a une influence positive sur la société. Et d'ailleurs, quels sont tes prochains événements? Alors, les prochains événements, c'est à Auxerre, les Galactiques à Auxerre On va se voir. J'y suis. voilà, on se reverra là-bas et puis les Utopiales après. Bah oui, c'est normal que tu sois invité puisque le thème c'est post-apo cette année. Oui, donc, mais moi c'est plutôt de l'apo en fait, c'est pas du post-apo, c'est plutôt la phase de l'effondrement lui-même qui m'intéresse. Ce qui me fait peur en ce moment, c'est que je pense que la situation elle est tellement grave qu'en fait on va se retrouver à un moment où les gens qui préconisent des solutions de géo-ingénierie, c'est-à-dire d'aller impacter les rayonnements du soleil, d'aller intercepter le rayonnement du soleil ou de balancer des produits dans l'atmosphère pour réfléchir les rayons solaires vers l'extérieur, on aura tellement l'impression qu'on n'a pas d'autre solution que ça finira par emporter le morceau et qu'en fait ils vont tenter le coup. D'ailleurs, j'ai vu des sociétés américaines qui le font déjà, alors qu'on sait rien des risques, on n'a rien analysé encore du tout. Et ça, c'est aussi une des choses qui m'inquiète, c'est qu'avant la recherche, c'était plutôt de la recherche publique, la recherche fondamentale. Donc il y avait des comités d'éthique, il y avait des régulations, il y avait du temps long. On pouvait se permettre d'avoir un temps long, alors que maintenant, on voit Elon Musk, par exemple, avec ses sociétés, il a décidé qu'il allait envoyer 5000 satellites dans l'espace, en basse orbite de l'atmosphère. Ça concerne toute l'humanité, mais personne n'a été consulté. Il l'a fait tout seul dans son coin. Ouais, c'est comme Starlink, c'est 80 000 satellites qu'il y aura. À terme, ouais, je sais plus combien il y en a, mais c'est un nombre incalculable. Les astramigles, parce que quand on fait des photos du ciel nocturne, on voit les traits. Ah bah oui, passer. c'est horrible. Puis il y a un risque de polluer la basse atmosphère à force si avec les satellites périmés ou les accidents de satellites, ça va faire plein de particules, de microparticules qui vont nuire à la capacité à exploiter la basse atmosphère, la basse orbite. Et du coup, c'est un risque majeur pour l'humanité entière qu'un homme seul prend sans aucune régulation, sans rien du tout, sans aucune consultation de la population. Et ça, je trouve ça inadmissible. Ouais, et puis c'est tous les lancements de fusées, ça pollue. Hein. Ah bah oui. D'ailleurs, ils ont été condamnés avec Starship. Là, ils ont été condamnés parce que ça a tellement carbonisé tout autour de la base qu'en fait, il y a des espèces protégées qui ont été atteintes et ils ont été condamnés pour ça là, sur leur dernier lancement. On peut te suivre où sur les réseaux? Alors, on peut me suivre sur Facebook et sur Instagram assez facilement. Je suis sous mon nom classique. D'ailleurs, j'écris sous mon nom, donc je suis facile à trouver en fait. Mais principalement Instagram et Facebook. Je suis pas très actif sur les réseaux sociaux, mais je suis ce qui s'y passe. Moi-même, je poste pas beaucoup parce que je suis pas un grand fan de ce genre d'activité.
c'est pas quelque chose enfin pour moi enfin j'aime pas poser les choses de ma vie beaucoup sur Instagram ou sur Facebook, mais j'y suis évidemment. Bah, en tout cas, je te remercie d'avoir répondu à toutes mes questions et puis bah, je te donne rendez-vous à Auxerre alors. Avec grand plaisir, et on se revoit à Auxerre. Petite anecdote, Zone Imaginaire, la chaîne YouTube auquel tu interviens là, a été créée à Auxerre Galactic Day. Ah bah super, ah bah incroyable, c'est marrant comme hasard. D'accord, bah merci beaucoup. Merci, au revoir à tous.